demander l'aide de Deborah Morato Pinto, notre amie brésilienne qui est professeure de philosophie à l'université de São Carlos, bergsonienne depuis très longtemps, pionnière des études sur mémoire à Sao Paulo, à Sao Carlos. Elle est à la fois héritière d'une tradition, une noble tradition brésilienne de Bento Prado, Franklin Léo Silva et d'autres philosophes brésiliens qui se sont consacrés à Bergson. Et elle a aussi généré une longue, un long héritage de jeunes chercheurs et chercheuses bergsoniennes qui sont très actifs au Brésil. Elle s'intéresse beaucoup à Kant aussi, comme elle a déjà donné preuve dans plusieurs occasions. La dernière que j'aime rappeler, le colloque Bergson ou Kant à l'Aquila en mai 2024. Donc, Deborah, je te laisse la parole pour présenter les intervenants d'aujourd'hui. Je te remercie de l'amitié de participer à ce colloque. Merci beaucoup, Katharina, pour ces mots gentils. Je suis très contente d'être là. Donc, avant de présenter notre conférenciste, je voudrais aussi faire des remerciements, remercier à l'Université de Vilnius, à notre groupe de Global Bergsonisme, toute la bande, et spécialement à Pau Vilas pour l'organisation de ces meetings et pour l'invitation pour faire la modération de ces conférences. Et je fais donc la présentation de deux invités qui vont présenter leur travail et après on passe à la présentation. On aura donc Clara Zimmermann. Elle est diplômée en philosophie de l'Université de Buenos Aires. Elle est doctorante en troisième année à l'Institut catholique de Paris et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur la codirection de Camille Riquier et David Lapoujade. Sa thèse porte sur la reconstruction de l'esthétique de Bergson dans un dialogue renouvelé avec la critique de la faculté de juger de Kant. Elle est aussi chargée des cours d'esthétique et de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Sciences politiques. Et elle a publié des articles dans les revues scientifiques, parmi lesquels Entre plaisir et connaissance, la portée intuitive des idées esthétiques dans la troisième critique de Kant, et La création du possible, l'analogie entre l'art et la nature chez Bergson, celui-là apparaître en février 2025. Ensuite, on aura Tobias Endres. Et il est docteur en philosophie par la Technische Universität de Berlin, je m'excuse pour mon allemand, l'Université de Berlin, où il a soutenu sa thèse sur la phénoménologie de la perception d'Ernst Cassirer. Et il est auteur des livres Nietzsche als Hermeneut, Nietzsche als hermeneutiste, Hambourg 2025, et Ernest Cassirer, Phänomenologie der Wahrnehmung, Ernest Cassirer, Phenomenology of Perception. Il est actuellement chercheur associé et postdoctorant lié à Alexander von Humboldt Foundation à l'École normale supérieure de Paris et lecture and postdoc researcher at the Philosophy Institute of Technische Universität of Braunschweig. Donc, après cette petite présentation, je passe la parole à Clara. On va faire comme ça, Clara va parler, après Tobias va parler. Je vais poser des petites questions et après on ouvre pour le public et pour d'autres questions. Je demande gentiment pour notre conférenciste de respecter les temps de la conférence, 30 minutes pour chacun. Et c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Déborah pour la présentation et merci beaucoup à Katharina et à Pau Vilas pour l'organisation de ces colloques. Comme Déborah l'a déjà dit, mon sujet de thèse porte sur les idées développées par Kant dans la troisième critique, notamment dans la première partie, c'est-à-dire la critique de la faculté de juger esthétique.
et son rapport avec la pensée des personnes, notamment la pensée esthétique ou la théorie esthétique des personnes. Donc aujourd'hui, je vais présenter une analogie, l'analogie entre l'art et la nature, qui est très important pour l'esthétique kantienne et qui, à mon avis, joue un rôle important aussi dans la pensée des personnes. Je commence d'abord par la première partie pour introduire la problématique générale. Dans la conscience et la vie, Bergson soutient que loin d'être téléologiquement déterminée par une fin ou par un mécanisme causal, la nature semble créer pour rien, pour les plaisirs, c'est l'expression qu'il utilise, la diversité infinie des espèces végétales et animales, appliquant cette créativité de manière égale à chacune d'elles. Vue de dehors, dit Bergson, la nature apparaît comme une immense efflorescence d'imprévisibles nouveautés où chaque espèce contient la valeur absolue d'une grande œuvre d'art. Fin de citation. Ainsi, afin de percevoir la durée inhérente à la vie dans son ensemble et pour éviter de la réduire à une succession d'enchaînements causaux ou à un plan déterminé par avance, il faudrait saisir son perpétuel changement et sa radicale nouveauté telle que nous la trouvons, selon Bergson, dans une œuvre d'art propre au génie. Pourtant, et à vrai dire assez paradoxalement, si la nature présente autant de créativité que l'art, et si l'œuvre de génie résulte elle aussi d'une exigence de création absolument nouvelle et originale, Bergson se demande, dans les possibles et les réels, si la création propre à la nature ne serait pas supérieure à celle de l'art. Le monde n'est-il pas une œuvre d'art incomparablement plus riche que celle du plus grand artiste, dit Bergson. En effet, cette dernière question présuppose une thèse développée dans plusieurs parties de l'œuvre bergsonienne, notamment dans les rires et la perception du changement, à savoir celle de l'art comme une sorte de révélation métaphysique. Dans cette dernière conférence, Bergson définit la finalité de l'art comme celle de nous révéler dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, les aspects de la réalité que notre perception naturelle ne saurait saisir par elle-même. L'artiste n'invente guère, mais plus détaché de la réalité que nous, il parviendrait à saisir le réel sous les voiles épais de notre perception naturelle. Cela expliquerait par ailleurs toute l'utilité de l'art. Je cite la célèbre citation de Bergson dans Les Rires. Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, l'art serait bien inutile, dit Bergson, ou plutôt nous serions tous des artistes. En allemand, l'artiste est caractérisé comme un révélateur qui extrait et qui fixe sur la toile une partie du réel, de sorte que nous ne pourrons pas nous empêcher d'apercevoir dans la réalité ce qu'il a vu lui-même. Selon cette thèse, donc, si l'art dévoile une partie essentielle du réel, la durée inhérente à la vie, sa nouveauté ne possède toutefois pas la radicalité de la création propre à la vie ou à la durée. C'est cela que Bergson semble affirmer lorsqu'il déclare que, je cite, que les poètes et les romanciers qui expriment un état d'âme ne les créent certes pas de toutes pièces, ils ne seraient pas compris de nous si nous n'observions en nous jusqu'à un certain point ce qu'ils nous disent d'autrui. Fin de citation. Ainsi, bien que l'art nous révèle la nouveauté voilée à notre perception cinématographique des natures spatiales, il doit toute sa création à la vie elle-même. Bref, l'art n'est qu'un moyen, ses voiles presque transparents,
à travers lesquels la durée apparaîtrait telle l'image photographique avant d'être plongée dans les bancs qui la révélera. C'est la métaphore qui suggère Bergson dans la perception du changement. Comme le suggère Bergson dans l'introduction à la pensée les mouvants, l'univers pris avec tous les êtres conscients et vivants est ainsi plus riche de nouveautés, d'imprévisibilité radicale que la symphonie du plus grand maître. Toutefois, il me semble que cette supériorité hiérarchique de la nature sur l'art n'est qu'apparente. Certes, Bergson se pose cette question dès son premier ouvrage, L'essai sur les données immédiates de la conscience, lorsqu'il interroge la prétendue primauté de la nature sur l'art. Néanmoins, l'idée selon laquelle l'art ne serait qu'un simple moyen d'exprimer la beauté naturelle est rapidement rejetée par Bergson, car une telle position empêcherait précisément de définir la beauté qui resterait dès lors d'essence mystérieuse. En revanche, Bergson affirme qu'il conviendrait d'étudier d'abord les beaux dans les œuvres où il a été déjà produit par un effort conscient et de descendre ensuite de l'art à la nature qui est artiste à sa manière. Donc, je relis la citation parce que je trouve que c'est très important pour la thèse du travail. Bergson affirme donc qu'il conviendrait d'étudier d'abord les beaux dans les œuvres où il a été déjà produit par un effort conscient et de descendre ensuite de l'art à la nature qui est artiste à sa manière. Voilà ce qui, à mes yeux, semble être d'une importance capitale pour bien saisir l'esthétique bergsonienne et que j'essaierai de faire ressurgir au long de mon travail. Si dans les textes mentionnés précédemment, Bergson comparait la nature à une œuvre d'art, il la compare maintenant à l'artiste lui-même. Et cette comparaison suppose une thèse bien différente de celle que je viens de mentionner tout à l'heure, car dans ces cas, l'artiste n'est plus simplement un révélateur, mais plutôt un créateur à part entière. Si l'œuvre d'art résulte toujours d'un effort, la nature est, elle aussi, animée par son propre principe créateur, à savoir celui de l'élan vital. Or, si le concept d'élan vital, central à toute la philosophie de Bergson, est normalement défini par les philosophes comme l'effort qui se trouve à l'origine de l'évolution de la vie, Bergson définit et la création vitale et la création artistique de la même manière, à savoir comme un processus qui porte à son origine une exigence de création. De la sorte, il y a bien une tension, voire une contradiction que, certes, je ne serai pas la première à souligner, entre deux thèses concernant la nature et la finalité de l'art chez Bergson. D'un côté, l'artiste est celui qui révèle la création propre au réel. La fin de l'art serait ainsi de nous faire voir ce que nous percevons sans l'apercevoir. De l'autre, l'artiste serait celui qui crée la nouveauté radicale, irréductible à une idée ou à une connaissance préalable. Certains commentateurs ont proposé une solution à ces paradoxes, notamment à partir de la théorie de l'émotion créatrice. Je pense notamment au livre de Nadia Yala Kisukidi, Bergson ou l'émotion créatrice, ou au chapitre publié par Anne-Laure Ledoux au 8e volume des Annales bergsoniennes, un chapitre intitulé « La fécondité créatrice de l'émotion esthétique », ainsi qu'à l'article publié par Frédéric Worms, L'art et les temps chez Bergson, un problème philosophique au cœur d'un moment historique. Quoi qu'il en soit, je voudrais d'abord montrer que, afin de comprendre jusqu'à quel point la création issue d'une émotion personnelle parviendrait à élargir notre expérience, bien que ce soit, selon Bergson, en surface et non en profondeur, il est pourtant nécessaire de présupposer une thèse encore plus fondamentale à l'esthétique de Bergson,
à savoir celle d'une analogie entre l'art et la nature ou entre l'art et la vie. Peu remarquée mais omniprésente dans l'ensemble de la philosophie bergsonienne, cette analogie constitue, à mon avis, la clé des voûtes permettant non seulement de résoudre la tension entre les deux paradigmes de la création et la révélation métaphysique, mais surtout de comprendre à quel point l'expérience esthétique s'avère essentielle pour saisir le réel en tant que durée et non en tant qu'espace. En quoi consiste donc cette analogie? Elle consiste à montrer que bien que l'artiste soit considéré, au moins en partie, comme un révélateur de la nature, la nouveauté propre à la nature ne se dévoile véritablement que lorsqu'elle est contemplée esthétiquement, c'est-à-dire comme si elle était une œuvre d'art créée par un artiste. Ainsi, nous sommes renvoyés d'un terme à l'autre. La nouveauté de l'art présuppose celle de la nature ou celle de la vie, c'est-à-dire de la durée, tandis que la nouveauté de la vie a pour paradigme l'originalité propre à la création artistique. Or, l'existence d'une telle analogie pressante dans l'esthétique bergsonienne n'est pas anodine, puisqu'on la retrouve déjà chez les prétendus grands adversaires de Bergson, Kant. Suite à l'analytique du beau et du sublime et dans le contexte de la déduction des jugements des goûts, Kant élabore cette analogie au paragraphe 45 de la critique de la faculté de juger, intitulée « Les beaux-arts ne sont de l'art que pour autant qu'ils sont en même temps l'apparence de la nature ». Ce paragraphe s'avère crucial non seulement au sein de la théorie kantienne du génie, mais surtout pour comprendre le troisième moment de l'analytique du beau, où Kant précise la finalité particulière des jugements des goûts, à savoir la finalité subjective, ou plus précisément la finalité sans fin, Zweckmäßigkeit ohne Zweck en allemand. Les beaux surgit ainsi d'un plaisir tout particulier, puisqu'il n'est fondé ni sur la sensation, ni sur un concept, mais plutôt à partir de la contemplation d'une finalité indéterminée, propre à la nature et à l'art, lorsqu'ils sont contemplés esthétiquement. Ainsi, bien que d'autres commentateurs aient déjà mis en lumière la proximité entre les théories esthétiques de Bergson et de Kant, en se concentrant notamment sur la notion de génie, ainsi que sur la distinction entre la fabrication et l'artisanat, ou entre la création et l'art beau. Je pense au travail de Mark Sinclair, au chapitre qu'il a publié sur l'art dans ce livre Bergson, ainsi qu'un chapitre dans un livre édité par Alexandre Lefebvre et Neil Schott, Interpreting Bergson Critical Essays, où il a également publié un chapitre sur la philosophie de l'art de Bergson et où il dit que la théorie esthétique de Bergson ou les concepts de création chez Bergson présupposent une métaphysique du génie déjà élaborée par Kant dans la troisième critique. Pourtant, je considère que cette analogie entre l'art et la nature n'a pas été suffisamment développée auparavant. Donc, dans la section suivante, je développerai l'analogie au sein de la théorie esthétique ancienne en me concentrant notamment sur les paragraphes 45 ainsi que sur son rapport au troisième moment du jugement des goûts. Ensuite, je tenterai de montrer comment cette analogie se trouve tout aussi présente dans l'esthétique de Bergson, particulièrement à partir de la distinction entre les concepts de création et de fabrication. Enfin, j'essaierai d'évoquer l'importance de cette analogie, non seulement à l'intérieur de la philosophie bergsonienne, mais aussi et surtout afin de remettre en lumière les dialogues entre Bergson et Kant. Donc, je passe à la section suivante, la deuxième section, afin de développer l'analogie entre l'art et la nature chez Kant.
culminant l'analyse sur la spécificité de l'art et annonçant la théorie d'Eugénie développée à partir du paragraphe 46 de la troisième critique, Kant affirme que la nature était belle lorsqu'en même temps elle avait l'apparence de l'art, je cite Kant, et inversement, que l'art ne peut être appelé beau que si nous sommes conscients qu'il s'agit d'art et que celui-ci prend cependant, pour nous, l'apparence de la nature. Fin de citation. Loin d'établir une supériorité de l'art sur la nature ou encore de la nature sur l'art, Kant construit une relation complexe entre ces deux notions. Il faut donc d'abord comprendre pourquoi l'art n'est beau que lorsqu'il paraît nature et réciproquement pourquoi, si la nature nous semble belle, ce n'est que par sa ressemblance à l'art. En premier lieu, Kant définit l'art au paragraphe 43 comme la production par liberté, c'est-à-dire par un arbitre qui place la raison au fondement de ses actions. De ces faits, Kant précise d'abord que la beauté propre à l'art se distingue radicalement de celle de la nature. Si la nature est toujours les produits de l'instant, l'art ne peut surgir que d'une délibération rationnelle. Néanmoins, Kant poursuit son analyse en montrant que lorsque nous jugeons la nature comme étant esthétiquement belle, c'est uniquement parce que nous la comparons à une œuvre d'art, c'est-à-dire à un produit résultant d'un effort conscient. En revanche, bien que l'art doive être considéré en tant qu'art, c'est-à-dire en tant que les produits issus d'un effort conscient, et non en tant que nature, en tant qu'un produit de l'instant, il est indispensable que sa finalité semble aussi libre de toute contrainte par des règles arbitraires que s'il était un simple produit de la nature. Donc, pour l'art, il est indispensable qu'il semble aussi libre de toute contrainte par des règles arbitraires que s'il était un simple produit de la nature. Ainsi, bien que les caractères finalisés de l'art cherchent toujours un plaisir, ce plaisir n'est pas recherché comme finalité ultime, ni à partir d'une sensation, ni de manière intellectuelle, c'est-à-dire par une idée ou par un concept. En d'autres termes, si l'art implique nécessairement une dimension des contraintes données par la technique, et sans laquelle, dit Kant, l'esprit ou Geist en allemand, l'esprit n'aurait aucun corps et s'évaporerait entièrement, l'art beau ne peut jamais être réduit ni à une belle science, ni à un pur mécanisme. Même si l'art a besoin d'une technique, l'art beau, selon Kant, se distingue d'une belle science, c'est-à-dire d'une connaissance, et aussi d'un pur mécanisme, c'est-à-dire d'une simple technique ou savoir-faire. Or, bien que l'on trouve dans l'art toute la ponctualité requise dans l'accord avec des règles d'après lesquelles seulement le produit peut devenir ce qu'il doit être, dit Kant, face à l'art, l'on n'y sent ni l'effort, ni la forme scolaire qui se trouve derrière. Bref, la beauté artistique ne doit révéler aucune trace manifestant que la règle était présente sous les yeux de l'artiste et qu'elle a imposé des chaînes aux facultés de son esprit. Je relis la citation de Kant. La beauté artistique doit révéler aucune trace manifestant que la règle était présente sous les yeux de l'artiste et qu'elle imposait des chaînes aux facultés de son esprit. De la sorte, Kant montre à quel point la contemplation libre du beau repose sur une finalité tout à fait particulière. Si d'un côté, elle se distingue du plaisir de la sensation, le plaisir dans le beau, selon Kant, n'est pas recherché en tant que tel. De l'autre, la beauté artistique n'est pas déterminée par un concept de ce que la chose doit être.
En revanche, le beau surgit de la contemplation d'une forme sans fin. Et cette forme sans fin, selon Kant, apparaît dès lors que nous ne situons pas les causes de cette forme dans une volonté, mais que, néanmoins, nous ne pouvons nous rendre concevable l'explication de sa possibilité qu'en la dérivant d'une volonté. Donc, je répète ces derniers points. Selon Kant, cette finalité sans fin ne perçoit dès lors est seulement contemplée dès lors que nous ne situons pas les causes de cette forme dans une volonté particulière, mais que néanmoins, nous ne pouvons pas nous rendre concevables l'explication de sa possibilité qu'en la dérivant d'une volonté. Ainsi, l'analogie entre l'art et la nature montre à quel point la finalité sans fin, clé de toute l'esthétique kantienne, ne se réduit pas à une forme vide de tout contenu, comme certains commentateurs l'ont remarqué. Au contraire, la contemplation du beau suppose une certaine finalité, tant dans la nature que dans l'art, sans qu'il soit possible de lui attribuer une fin déterminée. Bref, à partir de la contemplation de cette finalité subjective dans la nature, nous supposons par la réflexion une volonté comme cause de celle-ci, sans pouvoir pour autant en déterminer la nature. Inversement, face à une œuvre d'art, nous suspendons toute idée d'une volonté derrière l'objet, comme si il s'agissait d'une production de la nature, c'est-à-dire comme étant absolument libre et dépourvue des règles. C'est précisément en ce sens que Kant trouve plus de liberté et par conséquent plus pour les goûts dans les chants des oiseaux que dans les chants humains, dit Kant, dirigés suivant toutes les règles de l'art musical, tout en considérant les chants des oiseaux, les chants de rossignol, c'est l'exemple qu'il donne, complètement insipide lorsqu'il est imité à la perfection par l'homme. J'ai fini cette section et je passe à la section suivante afin de évaluer à quel point cette analogie se trouve également en quelque sorte présente dans la philosophie de Bergson. D'abord, nous savons que Bergson définit l'intelligence par sa tendance naturelle à la fabrication, c'est-à-dire à la récomposition du réel en fonction d'un intérêt tout particulier qui est celui de l'action. Contrairement à la pensée ou à l'esprit, dit Bergson, l'intelligence décompose la durée en une série d'images instantanées et juxtaposées, semblables, je cite Bergson, semblables à un éventail qui pourrait s'ouvrir de plus en plus vite et même instantanément, mais qui cependant étalerait toujours la même broderie préfigurée sur la soie. Pourtant, affirme Bergson, il existe une différence radicale entre une succession dans la durée vraie et une juxtaposition dans le temps spatial, entre une évolution et un déroulement, entre la nouveauté radicale et un réarrangement du préexistant, enfin entre la création et les simples choix. Fin de citation. Ainsi, lorsque Bergson compare donc la nature à une œuvre d'art, c'est d'abord pour souligner la différence essentielle entre la création et la fabrication. Une différence qui n'est pas simplement des degrés, mais des natures. Puisque toute activité créatrice suppose une dimension intellectuelle, l'artiste doit maîtriser une technique afin d'adapter les exigences de la matière sur laquelle il travaille. La fabrication fait référence à tout ce qui peut être acquis par apprentissage et en ce sens rend compte de l'aspect impersonnel de l'œuvre, de tout ce qu'elle a de commun avec les autres. Toujours est-il que, comme Kant, Bergson trouve dans toute véritable création un élément qui dépasse la fabrication,
ce qui fait que, je lis Bergson dans l'évolution créatrice, ce qui fait que même avec la connaissance de ce qui l'explique, personne, pas même l'artiste, ne put prévoir exactement ce qui serait une œuvre avant d'être créée. Inversement, personne affirme que la pensée qui n'est que pensée, l'œuvre d'art qui n'est que conçue, les poèmes qui n'est que rêvé, ne signifient rien par eux-mêmes. Autrement dit, l'intuition s'évapore dans l'air si elle n'est pas accompagnée de l'effort laborieux que suppose son expression matérielle. Si pour Kant, les goûts n'est pas un simple obstacle à l'imagination du génie, mais plutôt une condition nécessaire pour donner un ordre et une direction à sa pensée, Bergson, quant à lui, considère l'effort de l'acte créateur comme plus précieux que son résultat. En effet, toute création nouvelle, qu'elle provienne de l'art ou de la nature, tend à se répéter indéfiniment, et je lis Bergson, à se recommencer automatiquement après avoir été créées, de sorte que ces œuvres devraient nous avertir que nous sommes ici à des haltes et que les piétinements sur place auxquels nous avons affaire n'est pas les mouvements même de la vie. C'est pourquoi Bergson distingue les plaisirs de la joie. Si les premiers constituent un artifice inventé par la nature pour préserver la vie, la joie naît exclusivement d'un effort de création, signe que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain sur la répétition et l'automatisme de la matière. En ce sens, si là où il y a de la joie, il y a création, il faudrait ajouter corrélativement que plus riche est la création, plus profonde sera donc la joie. Voilà pourquoi Bergson considère la création artistique comme une joie exceptionnelle. En effet, la création d'une œuvre viable et durable pour l'humanité procure à l'artiste un sentiment d'élévation au-dessous de la gloire, je lis Bergson, parce qu'il est créateur, parce qu'il le sait et parce que la joie qu'il en éprouve est une joie divine. Fin de citation. Dès lors, si l'artiste révèle par la richesse et l'originalité de ses formes la beauté comme puissance et épanouissement de la vie, c'est ainsi que Bergson définit la beauté dans La conscience et la vie comme puissance et épanouissement de la vie, Bergson conclut que la contribution de l'artiste, bien qu'importante, n'est pas définitive. En d'autres termes, si les créations du génie sont analogues à celles de la nature, il semblerait que la diversité et la créativité de la nature surpassent encore celle de l'art. Pourtant, dans le cadre de son analyse sur la multiplicité qualitative des états internes développés dans l'essai, et plus précisément dans les quelques pages consacrées aux sentiments esthétiques, Bergson soutient qu'envisager la beauté naturelle comme intérieure à celle de l'art, comme j'avais dit dans l'introduction, et inversement, l'art comme un simple moyen d'expression de cette beauté naturelle reviendrait à faire de l'essence du beau quelque chose d'inexplicable. Ainsi, l'analyse de l'analogie kantienne nous habilite à conclure avec Bergson que l'art ne se limite pas simplement à révéler la nature. Par contre, celle-ci, la créativité de la nature, ne devient véritablement saisissable que lorsqu'elle est contemplée esthétiquement, c'est-à-dire comme un objet né de l'effort conscient et délibéré de l'artiste. Or, si une tension traverse toute l'œuvre de Bergson entre deux paradigmes différents, celui d'une révélation métaphysique et celui d'une création artistique, la thèse métaphysique de l'artiste comme révélateur
n'a de sens que lorsqu'elle est mise en rapport avec les concepts de création et plus particulièrement avec l'analogie entre la beauté artistique et la beauté naturelle. Certes, si l'artiste nous dévoile un aspect de la réalité qui échappe à notre perception naturelle, celle-ci ne devient perceptible que dans la mesure où elle fait écho à certains procédés de l'art. Dès lors, nous pouvons conclure que bien que l'art manifeste la création propre à la vie, cette création ne se révèle dans toute sa richesse que lorsqu'elle est perçue comme étant une œuvre d'art. Je passe très rapidement aux conclusions pour conclure ces rapports entre Kant et Bergson à partir de cette analogie. Pour conclure, à partir de l'analyse de l'analogie entre l'art et la nature, il apparaît clairement que tant chez Kant que chez Bergson, ni l'art ne se réduit à une simple représentation de la nature, ni la nature n'est réductible à une finalité déterminée lorsqu'elle est contemplée esthétiquement. C'est précisément sur ces points que Kant et Bergson s'accordent. Si la beauté artistique résulte toujours d'un effort créatif, c'est en raison de la nouveauté et de l'originalité qu'elle introduit dans la vie. Et c'est là parce que c'est la nature qui s'exprime à travers cet effort. Pour Kant, la nature impose ses règles à l'art à travers les génies. Pour Bergson, le génie artistique n'est qu'un privilégié de la nature, une preuve que la vie a triomphé, au moins chez certains individus, sur l'automatisme de la matière. Quelle que soit la formulation retenue, il est désormais possible de mieux analyser son sens à la lumière de cette analogie. Si Kant et Bergson avancent tous les deux que la nature s'exprime à travers les génies, c'est bien pour montrer que l'œuvre du génie, à la différence de l'artisanat ou de la fabrication chez Bergson, l'œuvre de génie incarne autant de liberté qu'elle donne l'impression d'être les produits naturels d'un processus sans technique ni délibération préalable. En revanche, si la nature présente autant, voire davantage des créations et des libertés que l'art humain, c'est parce qu'elle apparaît comme le résultat d'un effort créateur qui échappe à tout mécanisme et à tout finalisme. L'on voit donc la manière dont cette analogie se révèle cruciale tant pour Kant que pour Bergson. Car si Bergson ne parle pas d'une finalité sans fin dans la nature, la perception même de la durée maintient un lien étroit avec l'art. Je finis avec une citation de Bergson dans Les possibles et les réels. Bergson dit en nous représentant la vie comme une création en soi, l'évolution devient tout autre chose que la réalisation d'un programme. Les portes de l'avenir s'ouvrent bien grandes, tandis qu'un champ illimité s'offre à la liberté. Merci beaucoup de votre attention. OK. Merci Clara pour l'exposition. On passe directement à Tobias Endres qui va parler. Tobias. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on entend bien. D'accord, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Déborah, pour l'introduction et de me présenter. J'aimerais bien également remercier Povilas d'avoir accepté ma proposition sous le titre Le bergsonisme en dialogue avec le néokantisme. Merci à toutes les personnes et institutions qui sont impliquées dans ce colloque et à ses participants. Et voilà, je commencerai de suite afin de pouvoir respecter le temps qui est déjà progressé. Alors, la recherche actuelle bergsonienne est partagée sur la question de savoir si Bergson est plutôt un adversaire de Kant
ou au contraire si sa critique de la philosophie de Kant le conduit à des moments constructifs pour le renouvellement de sa propre métaphysique. Curieusement, car le désaccord est bien souvent au moteur de la recherche, on ne peut pas faire ce constat à propos du rapport entre Bergson et le néokantisme. Si le néokantisme, comme d'ailleurs le bergsonisme, est tombé dans l'oubli dans les années 30, ces deux mouvements philosophiques se trouvent aujourd'hui en phase de redécouverte. Contrairement aux origines d'une telle redécouverte, dans le cas de Bergson à partir des années 50 et dans celui du néokantisme à partir des années 60, la recherche actuelle sur le bergsonisme et le néokantisme se déroule d'une manière globale, ce dont le projet Bergsonisme global et la dit Cassirer Renaissance font preuve. Malgré des similarités frappantes dans la réception de ces deux courants philosophiques après la Seconde Guerre mondiale, il y a actuellement très peu d'intérêt de l'un pour l'autre. Cela pourrait être lié au fait que Bergson représentait la fin du néokantisme comme philosophie officielle en France, instituée par son maître Émile Boutroux et continuée par Léon Brunswick jusqu'aux années 20, et que la philosophie de la vie a subi une critique impitoyable de la part de l'école du néokantisme dite du Sud-Ouest, fondée par Wilhelm Windelband et Heinrich Rickert. L'hypothèse serait donc que cette absence d'intérêt est l'écho d'une configuration historique lors de l'apogée du néokantisme et de la philosophie de la vie autour du tournant du siècle. Je souhaite, dans ce qui suit, démontrer qu'on peut en effet corriger aujourd'hui l'image réductrice d'un néokantisme hostile à la philosophie de la vie et vice-versa, en se penchant sur les origines de ces deux courants et leur réception, à l'époque et aujourd'hui. Pour cela, je propose, dans un premier temps aujourd'hui, d'explorer l'image d'Ernst Cassirer, dernier néo-kantien de l'école dite de Marbourg, à de Bergson. La recherche actuelle cassirienne porte un entrée rare à Bergson. Même si elle n'est guère abordée, l'idée que Cassirer partage le même avis sur Bergson que l'école dite du Sud-Ouest prédomine cependant. Mais cette idée est largement fausse. Bien sûr que Cassirer critique la méthodologie bergsonienne, notamment l'idée qu'on puisse se passer des symboles dans la métaphysique. Il est également vrai qu'il n'arrive pas à chanter les louanges de la philosophie bergsonienne avant la publication de Les deux sources de la morale et la religion. Mais en même temps, Cassirer, à des moments charnières de son œuvre, fait référence à tous les textes principaux de Bergson, toujours en soulignant qu'il est sur la piste d'un véritable problème philosophique. Cette conférence se propose de présenter tous les passages, coupés, raccourcis évidemment, où Cassirer se réfère à Bergson pour finalement pouvoir démontrer l'intérêt profond que Cassirer porte à sa philosophie, et cela malgré son désaccord avec l'intuition comme méthode philosophique. Il se manifestera qu'un vrai dialogue entre le néokantisme et la philosophie de la vie a eu lieu dans la pensée d'Ernst Cassirer, dernier représentant de l'école néo-kantienne de Marbourg. Première partie de 2. Rickert et la critique néo-kantienne de la philosophie de la vie. Heinrich Rickert prit explicitement ses distances avec la phénoménologie et la philosophie de la vie tout au long de sa vie. En ce qui concerne la phénoménologie, il semble étrange qu'en 1915, Edmund Husserl succède à Rickert à la chaire de Freiburg après que celui-ci a été nommé à Heidelberg et que peu de temps avant, Martin Heidegger obtienne son habilitation auprès de Rickert, bien que ce dernier ait prétendu plus tard n'avoir jamais lu cette thèse. En ce qui concerne la philosophie de la vie, son rejet sévère par Rickert semble de prime abord surprenant, car on peut en fait considérer comme un mérite de la philosophie de la vie d'être passé du problème de la validité, une fois à partir de Platon et une fois à partir de Kant,
au problème des valeurs, avec l'idée d'une transcendance des valeurs qui n'ont certes pas d'existence, mais qui ont une validité non moins réelle. Rickert s'inscrit bien sûr dans la tradition de Hermann Lotze, ce qui explique que l'attitude de rejet de la philosophie de la vie, et répandue dans le néo-kantisme de Rickert, ne s'explique pas seulement de manière systématique, mais aussi historique. Rickert a produit 2 textes pertinents qui peuvent être considérés comme représentatifs de son rejet de la philosophie de la vie, mais qui sont en outre souvent utilisés de manière moins justifiée, je pense, comme preuve d'une hostilité du néo-kantisme en général envers la philosophie de la vie. Le premier texte est l'essai Lebenswerte und Kulturwerte, publié en 1911 dans la revue Logos, qui est principalement axé sur la systématique et cite Schopenhauer, Nietzsche et Bergson comme représentants historiques de la philosophie de la vie. Le second texte est la monographie de Rickert, Die Philosophie des Lebens, Darstellung und Kritik der philosophischen Modeströmungen unserer Zeit, publié en 1920, souvent présenté par les partisans de la philosophie de la vie comme un pamphlet virulent contre celle-ci et dans laquelle Kierkegaard, Dilthey, Simmel et Scheler s'expriment désormais aussi. Si ce texte est perçu comme un pamphlet, c'est certainement dû au fait que Rickert cherche à minimiser le courant de la philosophie de la vie dans les 2 textes en les qualifiant de philosophie à la mode. Cette observation peut être justifiée, mais elle passe aussi sous silence les moments où Rickert dit des choses tout à fait appréciables sur la philosophie de vie. L'objection systématique de Rickert à toutes les formes de philosophie de la vie est qu'elles sont être dans une contradiction insoluble lorsqu'elles formulent leur idée de base de telle sorte que la pensée et la vie ne sont pas réconciliables, ce que, selon Rickert, toutes les philosophies de la vie affirment d'une manière ou d'une autre. L'opposition irréconciliable entre la pensée et la vie, formulée de la manière la plus radicale par Ludwig Klages dans Der Geist als Widersacher, opposant der Seele, paru alors que Rickert rédigeait déjà son œuvre tardive, conduit précisément à l'impossibilité de penser la vie. Rickert l'exprime ainsi, je cite, « La vie en soi n'est même pas saisie par la biographie, dont on pourrait croire encore le plus qu'elle en est capable. Il en demeure ainsi. Le vivant n'entre dans aucune représentation scientifique, et l'homme qui pense scientifiquement ne vit même pas dans le vivant lorsqu'il étudie le plus vivant du tout. On comprend alors immédiatement pourquoi les tentatives de faire de la vie, dans son immédiateté, le principe métaphysique du monde, aboutissent à une contradiction insoluble. Il déclare que seul ce qui est directement vécu est véritablement réel. C'est pourquoi le tout du monde doit être appelé vie. On peut certes dire cela, mais il faut alors aller plus loin et ajouter que c'est précisément ce qui est immédiatement vécu comme réalité qui ne peut pas être connu. Le fait même que nous appelions vie ou réalité, ce que nous vivons directement, cesse d'être une vie directement vécue. Toute désignation compréhensible lui ôte sa vitalité immédiate. Elle entre dans la sphère du concept et est tuée. La simple expérience de la vie est née muette et ne peut jamais trouver de langage. Cette compréhension a certainement sa valeur, mais elle ne fait que nous faire prendre conscience de la distance qui sépare toute connaissance de la vie. Elle ne contient certainement pas une doctrine de la vie, une philosophie de la vie. Fin de citation. Je pense qu'il faut lire Rickert de telle sorte que la contradiction insoluble consiste à prétendre, d'une part, pouvoir reconnaître l'antagonisme entre la pensée et la vie, mais à affirmer, d'autre part, l'indication du médium par lequel cette constatation s'effectue avec son objet. Et cela semble autocontradictoire.
La question de savoir si Ricard rend ainsi justice à la philosophie de la vie en général, ou si de telles autocontradictions n'ont pas leur place consciente dans certaines philosophies de la vie, ne nous occupera pas davantage dans ce qui suit. Nous allons plutôt voir si Cassirer partage ce point de vue de Ricard. Cassirer a publié sa critique de la philosophie de la vie comme critique de la philosophie contemporaine en 1930 dans la Neue Rundschau avec l'article Geist und Leben in der Philosophie der Gegenwart. Elle devait à l'origine constituer la conclusion de la philosophie des formes symboliques, mais elle a été séparée du troisième tome de celle-ci, exposée au public dans 3 cours en 1929, avant le fameux débat avec Heidegger à Davos. L'article de 1930, au contraire, reprend uniquement la philosophie de Max Scheler, mais la conclusion prévue de la philosophie des formes symboliques peut aujourd'hui être reconstituée à partir des volumes 1 et 17 du Nachlass de Cassirer. Pour le moment, je me contenterai de me référer à l'article publié en 1930. On peut y lire, je cite, « Toutes les dénonciations passionnées de l'esprit dont la littérature philosophique moderne est si riche ne peuvent donc pas faire oublier qu'en réalité, ce n'est pas la vie qui se bat contre l'esprit, mais ce dernier contre lui-même. Et ce conflit est bien sûr son véritable destin, son éternel pathos, auquel il ne peut échapper. Il n'est qu'en se retournant ainsi contre lui-même, sa propre unité ne peut être conçue autrement que dans une telle ambivalence. L'esprit n'est donc pas seulement, comme le définit Scheler, l'ascète de la vie, pas seulement celui qui sait dire non à toute réalité organique, mais il est le principe qui est capable de se nier en lui-même. Et le paradoxe de sa nature réside précisément dans le fait que cette négation ne le détruit pas, mais le constitue véritablement. En ce sens, tous ceux qui, au nom de la vie, font le procès de l'idée restent, pour parler comme Hegel, les chargés d'affaires de l'idée, car ce jugement de soi-même n'est rien d'autre qu'un phénomène originel et un impératif, une exigence catégorique de l'esprit. Et de cette situation problématique découle la nécessité que ce soit précisément les accusateurs de l'esprit qui, en fin de compte, deviennent ses dépositaires et ses témoins. Fin de citation. Nous voyons donc qu'à première vue, Cassirer n'est pas très éloigné de la critique de Ricard, dans la mesure où la philosophie de la vie place l'esprit dans une opposition immédiate à la vie, elle s'implique dans une contradiction performative, car toute accusation contre l'esprit s'effectue par le médium de l'esprit et ne peut donc pas partir de la vie et s'y arrêter. Ce n'est donc jamais la vie qui accuse l'esprit, c'est toujours l'esprit qui s'accuse lui-même. Cassirer ne peut pas abandonner cette position, car l'idée que la vie ne peut être pensée que comme une médiation entre l'esprit et la vie découle méthodiquement des idées fondamentales de sa philosophie. Néanmoins, nous verrons plus loin dans quelle mesure Bergson peut être été un interlocuteur pour lui. Deuxième partie, Cassirer comme lecteur de Bergson. Cassirer s'exprime pour la première fois en 1920 sur la philosophie d'Henri Bergson et il est ainsi tout à fait dans l'air du temps. Les travaux de Bergson sont certes commentés de manière isolée dans des revues spécialisées allemandes dès 1901, mais la réception de Bergson en Allemagne connaît son essor le plus important entre 1908 et 1913, avec la traduction de ses œuvres principales qui paraissent dans ces années-là aux éditions d'Idris à Jena. Cassirer, fraîchement nommé à Hambourg en 1919, fait pour la première fois référence à Bergson dans son livre sur Einstein, et plus précisément à son premier ouvrage, le fameux essai sur les données immédiates. Il est d'ailleurs intéressant d'avoir cela à l'esprit en lisant le débat Bergson-Einstein du 6 avril 1922, car Einstein avait lu très attentivement le livre de Cassirer
Avant sa parution en 1920, il avait renvoyé à l'auteur en le commentant, ce qui explique qu'il connaissait parfaitement un éventuel regard néo-conscient sur Bergson, parce qu'il le cite là-dedans. Mais de quoi s'agit-il lorsque Cassirer envisage la durée dans le cadre de la théorie de la relativité? Je le cite. Pour Newton, il est certain que le temps absolu est mathématique qui s'y découle en soi uniformément en raison de sa nature, et à la fois le temps vrai. Dans toute détermination empirique du temps ne peut jamais nous fournir qu'une image plus ou moins imparfaite. Pour Bergson, ce temps vrai de Newton devient une fiction, est une abstraction conceptuelle, une barrière qui s'interpose entre notre conception et le sens et le contenu originel de la réalité. Mais c'est oublier que ce qui est appelé ici la réalité par excellence, la durée réelle, n'est pas non plus un absolu, mais qu'il signifie seulement un autre point de vue de la conscience, opposé à celui de mathématiques et de la physique. Dans un cas, nous cherchons à obtenir une mesure uniforme et univoque de tout événement objectif. Dans l'autre, il s'agit de fixer cet événement lui-même dans sa détermination purement qualitative, dans sa plénitude concrète et dans son intériorité et son contenu subjectif. Les deux points de vue peuvent être compris dans leur sens et leur nécessité. Aucun ne suffit à lui seul pour englober la totalité effective de l'être au sens idéaliste. Les symboles que le mathématicien et le physicien utilisent dans leur vision de l'extérieur et ceux que le psychologue utilise dans sa vision de l'intérieur doivent tous deux se comprendre comme des symboles. Tant que cela n'a pas été fait, la vision véritablement philosophique, la vision du tout, n'est pas atteinte, mais seule une expérience partielle, déterminée et hypostasiée en un tout. Fin de citation. Nous savons que Cassirer considérait la théorie de la relativité comme compatible avec la philosophie transcendantale, même si Einstein n'en était pas totalement convaincu. Le fait qu'il lise ici Bergson sur un pied d'égalité avec Newton, mais pas avec Einstein, indiquerait à mon avis éventuellement qu'il compte à ce moment-là, 1920, Bergson parmi les représentants d'une métaphysique pré-critique. Il en distingue maintenant par la suite son propre projet philosophique dans lequel il s'agit d'avoir une vue d'ensemble complète de la, je cite, plénitude des nuances de signification spirituelle de l'espace et du temps et de nous assurer en elle de la loi de forme pénétrante et envahissante à laquelle elles sont soumises et obéissent. Fin de citation. Il ressort dès à présent de ces quelques lignes que Cassirer avait déjà sous les yeux, au moment de l'apparition du livre sur Einstein, le concept assez complet de la forme des formes symboliques, dont le premier volume a été publié en 1923. Mais les commentaires prochains sur Bergson, très détaillés, se trouvent ensuite dans leur troisième tome, paru en 1929, dans lequel Cassirer se réfère à la fois à l'introduction à la métaphysique de 1903, à l'évolution créatrice de 1907 et à Matière et mémoire de 1896. On y lit d'abord, je cite, « C'est ainsi que la doctrine de Bergson devient peut-être le refus le plus radical de la valeur et du droit de toute formation symbolique qui se soit jamais manifestée dans l'histoire de la métaphysique. C'est l'acte de cette formation qui apparaît désormais comme le véritable voile de Maya. Mais ce verdict s'appuie bien sûr un présupposé implicite sans lequel il devrait immédiatement devenir problématique. La critique du symbole de Bergson se fonde sur le fait qu'il considère toute formation symbolique non seulement comme un processus de médiation, mais aussi comme un processus de réification. Face au monde des choses, le moi pur peut, pour se saisir dans sa vitalité et sa mobilité originelle,
et pour s'y affirmer, se retirer en quelque sorte dans sa solitude et son intériorité absolue. Il ne parvient à sa propre forme en oubliant tous les schémas qui en sont tirés et en les repoussant de plus en plus loin de lui. Mais le monde de l'esprit objectif ne présente jamais et nulle part ce caractère de simple barrière. Lorsque le moi, en tant que sujet spirituel, entre dans le milieu de l'esprit objectif, cela ne signifie pas un acte d'aliénation, mais un acte de se trouver soi-même et de se déterminer soi-même. Les formes auxquelles il s'abandonne ici ne sont pas un frein, mais sont plutôt les véhicules de son auto-mouvement et de son autodéveloppement. Car c'est seulement en vertu de celle-ci que se produit ce grand processus de confrontation du moi et du monde, qui est la condition nécessaire pour que le moi ne soit pas seulement, mais qu'il se connaisse lui-même. La métaphysique de Bergson part du phénomène du pur de la vie, qui ne peut être saisi que dans l'émancipation de toutes les formes de connaissance, mais elle ne serait pas une métaphysique, elle ne serait pas une connaissance philosophique si elle ne nous promettrait pas en même temps une connaissance de la vie. Et pourtant, à y regarder de plus près, il manque à sa philosophie, qui veut se fonder purement dans la vision intuitive, le moment même qui pourrait rendre compréhensible la possibilité d'une telle vision. Une saisie de la vie par elle-même n'est possible que si elle ne reste pas purement et simplement en elle-même, elle doit se donner une forme. Car c'est précisément cette altérité de la forme qu'elle acquiert, sinon sa réalité, du moins sa visibilité. Fin de citation. En particulier, le point de vue de Cassirer selon lequel la métaphysique de Bergson ne nous permet pas de connaître la vie, ni d'en faire une philosophie, rappelle incontestablement le reproche de Rickert selon lequel la vie pensée, comme immédiatité, doit rester muette et ne peut donc pas être pensée. Cassirer met cependant davantage l'accent sur l'existence de l'immédiatité, que Rickert reconnaissait également d'une certaine manière, on peut dire. Il cherche, au-delà de Bergson, une médiation entre immédiatité et médialité qu'il pense avoir trouvé dans le symbole. Bon, il est bien hegelien ici, je l'avoue. La meilleure façon quand même de résumer sa critique, à mon avis, est de dire que la vie est peut-être plus originelle que la forme, mais qu'elle n'est visible qu'à travers la forme. Un peu plus loin, dans le livre cité, dans le chapitre consacré à l'intuition du temps, on trouve une appréciation détaillée de Bergson qui s'accompagne néanmoins également d'une critique en raison de la divergence méthodologique qui a déjà explicité. Cassirer y écrit, je cite encore, « Le mérite de la métaphysique bergsonienne reste d'inverser la relation de dépendance que l'ancienne ontologie supposait entre la sphère de l'être et celle du temps. » Là, voilà, on a déjà un premier regard de Cassirer sur Bergson comme kantien. Je vais en conclure avec. Je continue la citation. Ce n'est pas selon un concept dogmatique fixe de l'être que l'image du temps doit être formée, mais selon la pure intuition du temps que le contenu de la réalité et celui de la vérité métaphysique doivent être déterminés. Mais la propre doctrine de Bergson a-t-elle pleinement satisfait à cette exigence qu'elle pose en toute rigueur? Pour y voir plus clair, il faut revenir à la théorie de la mémoire de Bergson. Un système tel que celui de Bergson, qui est l'expression et le développement d'une conception fondamentale unitaire et fermée sur elle-même, peut prétendre à ne pas être vu et jugé de l'extérieur, mais à être mesuré avec ses propres standards. Cassirer augmente, on peut dire, je pense, en forme de sa critique. Nous ne lui posons donc qu'une seule question, écrit Cassirer. Est-elle restée fidèle à sa propre tâche et à sa propre norme? A-t-elle saisi le phénomène du temps tel qu'il se présente dans l'intuition pure, comme en tout,
Et là, tel décrit comme un tout. Et ici, bien sûr, un doute et une réserve systématique s'imposent immédiatement. En effet, la triade des étapes temporelles, le passé, le présent et le futur, se présente à nous dans l'intuition du temps comme une unité immédiate, comme une unité qui ne connaît pas d'évolution différente des différentes étapes. Au fond, il ne reconnaît comme originellement temporel que le passé, tandis que la conscience de l'avenir sort déjà pour lui du cadre de la pure intuition du temps. Là où nous ne contemplons pas le passé, mais où nous agissons, où nous voulons amener l'avenir et façonner le futur, l'image de la pure durée se voile et s'obscurcit aussitôt pour nous. Et à la place de celle-ci, nous apercevons une structure d'une autre nature, d'une autre origine. Ce qui se trouve maintenant devant nous, ce n'est plus la temporalité authentique, la temporalité originelle, mais c'est le schéma abstrait de l'espace homogène. C'est ici qu'intervient dans la doctrine de Bergson ce trait romantique et quiétiste particulier qui lui reste attaché malgré toute l'importance accordée à l'élan vital. Le regard rétrospectif sur le passé est transfiguré connaissance spéculative. Fin de citation. Tobias, tu peux retourner à transfigurer parce que c'était bloqué l'image. Tu peux À répéter? partir de Oui, le regard rétrospectif sur le passé est transfiguré philosophiquement. C'est lui seul qui nous guide vers le fond ultime du moi et vers la profondeur de la connaissance spéculative. Fin de citation. C'est à ce moment que Cassirer s'essaye à la critique interne de la philosophie bergsonienne, allant ainsi bien au-delà de Descartes. Contrairement à sa propre approche fonctionnelle du temps, dans laquelle le passé, le présent et le futur sont considérés comme les modes d'un temps unique, Bergson ne parvient pas à saisir l'immédiateté du temps, selon Cassirer. Cette critique est surprenante, je trouve, car du point de vue de la théorie du temps, on connaît plutôt Bergson comme un présentiste. Je laisse délibérément ce point ouvert à la discussion, et j'en viens pour finir à la plus estimable appréciation de Bergson par Cassirer, publiée en 1933, dans Der Morgen, sous le titre Henri Bergsons Ethik und Religionsphilosophie. On peut y lire, je cite, dernière citation, « La religion proprement dite, la religion dynamique, ne s'inscrit pas dans la continuité des normes de la religion statique et de la moralité statique. Elle ne consiste pas en leur poursuite, en leur simple évolution, mais elle représente par rapport à elle une création entièrement nouvelle. Elle est la foi en une forme de vie qui n'était pas et n'est pas, mais qui doit être conquise, qui doit renaître, qui doit être créée et amenée par l'homme. Et c'est ainsi qu'un nouveau trait est introduit dans cette analyse de l'intuition du temps sur laquelle repose toute la philosophie de Bergson. L'éthique et la philosophie de la religion de Bergson transforment et approfondissent cette analyse en prenant désormais le temps non plus seulement comme une intuition, mais comme une vision. L'emprise du pragmatisme sur la conception de l'intellect de Bergson, sur l'intelligence et sur son épistémologie, est désormais brisée du côté de l'éthique et de la philosophie de la religion. Dès que Bergson, comme dans son dernier ouvrage, trace une ligne de démarcation nette et claire entre le simple lien naturel et la libre religion et la libre moralité, dès qu'il déclare contre l'obligation naturelle et la morale complète, il n'y a pas de transition continue et graduelle, mais que les deux se distinguent l'une de l'autre par leur noyau et leur essence. L'abandon de toute forme purement naturaliste de doctrine de la vie s'est également produit pour lui. Si l'on compare cette conception fondamentale avec celle que Bergson développe et met en œuvre dans la construction de son éthique, on s'aperçoit, à notre grande surprise pour Cassirer,
qu'il n'y a nullement entre les deux une opposition aussi fondamentale que l'opposition radicale entre les épistémologies kantiennes et bergsoniennes le laissait supposer et qu'elle semble l'exiger. Car l'éthique de Bergson, sur le terrain du naturalisme, sur le terrain de la pure doctrine de la vie, a mis en avant le même exigence que celle de Kant. De son côté, défendée du point de vue de l'idéalisme transcendantal et éthique, selon Bergson, toute conscience véritablement éthique ou religieuse va vers ce possible, vers ce qui est toujours à créer et qui ne se laisse jamais enfermer dans les limites de ce qui est déjà là, de ce qui est ou a été simplement. Fin de citation. Malgré les éloges exubérants de l'œuvre tardive de Bergson, Cassirer conclura cet article de plus de 20 pages dont sont extraites ces quelques citations en formulant une critique, juste une seule. Cette critique affirme que Bergson, malgré la hauteur à laquelle sa philosophie se situait par rapport à Kant, selon Cassirer, ne peut pas formuler le concept de devoir, car il a formulé avec le concept d'amour un sentimentalisme moral qui tente à échapper au problème de la validité des valeurs. Nous pouvons laisser cette critique en suspens pour notre propos et conclure la réflexion en disant que Cassirer, bien qu'il ait étudié en profondeur et sérieusement la philosophie de Bergson, et bien qu'il se soit largement émancipé de l'école de Marbourg à partir des années 20, était plus néo-kantien que philosophe de la vie. Mais au moins, à ce stade, il est apparu clairement un véritable dialogue entre le bergsonisme et le néo-kantisme a eu lieu dans la pensée d'Ernst Cassirer. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci beaucoup Tobias et merci Clara et Tobias pour les exposés très instigants. Hein. Ce que je veux faire, c'est tout un petit commentaire sur chacun des exposés. Ces commentaires contient des questions, mais vous soyez à l'aise pour tout simplement donner une réplique ou mon commentaire, pour qu'on commence ici une petite discussion et après j'ouvre la discussion, les questions pour les publics. OK? OK. Donc, pour Clara, bon, je pense que vous avez très bien montré la pertinence et la valeur de l'analogie entre la beauté de l'art et la beauté de la nature chez Kant et chez Bergson. De plus, vous avez bien mis en évidence le rôle de cette analogie pour recoudre les indications diverses et éparses de l'esthétique bergsonienne, parce qu'il n'a pas un ouvre sur l'esthétique, hein, mais point central pour la compréhension de l'intuition philosophique. Cette indication de Bergson, qui sont éparpillées par son œuvre, elles sont néanmoins essentielles pour comprendre l'intuition philosophique, l'intuition métaphysique. Si j'ai bien compris, en pensant à l'exemple de la peinture, par exemple, l'analogie illustre comment l'effort que fait l'artiste en tant que création de la nouveauté est en même temps révélateur, parce qu'il exprime la création de la nouveauté qui est la loi de la nature ou de la vie. Ainsi, par exemple, Turner, qui est cité dans la conférence La perception du changement, Turner créait les tableaux parce que son génie est de voir plus que la perception naturelle. Et il nous fait voir ces plus avec la matérialité des couleurs et avec l'effort qu'il a fait pour matérialiser sa vision. L'art révèle donc parce qu'il crée. Hein? Dans la même mesure qu'il y a création, il y a révélation. Mais, c'est ça mon doute, cette révélation, elle dépend de l'effet que l'art produit sur nous, du sentiment de beauté ou du beau qui Bergson définit
dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, il définit ce sentiment comme celui de la docilité parfaite dans laquelle nos résistances actives se dissolvent ou elles baissent, et nous nous trouvons dans un état parfait pour ce que l'artiste a créé, ou pour recevoir ce que l'artiste a créé, sa propre émotion ou son idée. Soit alors, pour que cette idée ou cette émotion soit alors suggérée et par suggestion nous envahisse. Dans l'essai, Bergson caractérise ainsi les sentiments du beau en affirmant que tout sentiment a un caractère esthétique dès qu'il est suggéré et non causé. Ma question, ou plutôt ma réflexion à partir de votre belle exposition, est de savoir ce que signifie contempler la nature de manière esthétique, qui me paraît que c'est très importante dans l'économie de votre réflexion. Contemplation qui joue un rôle primordial pour l'analogie tant chez Kant que chez Bergson, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que cela signifie d'apprendre l'effort créatif dans la nature et comment les sentiments de beauté ou du beau opèrent-ils dans cette appréhension? Je ne pense pas que cette dimension soit présente chez Kant. C'est ça qui me gêne un peu. Tout comme Bergson ne réfléchit pas au sublime. Ce sont des différences considérables entre les deux propositions esthétiques. J'aimerais bien que vous commentiez un peu ce point. OK, donc pour Tobias, je vais directement et après tous les deux peuvent répondre. Tobias, ce qui m'a le plus frappé dans votre exposé, c'est que oui, un véritable dialogue entre le néo-kantisme et le bergsonisme s'opère dans la réflexion des Cassirer. Les passages, les considérations que vous avez faites nous a bien montré. C'est ce qui ressort clairement des observations perspicaces et précises des Cassirer sur les difficultés qu'il relève dans la philosophie de Bergson, dans la mesure où la vie ne se laisse appréhender que dans son immédiateté et pourrait donc conduire à un mutisme de la philosophie. Une critique précise conduit, mais ce que je pense, c'est qu'une critique précise conduit à des réponses précises, ou au moins nous conduit à chercher les bons schémas. Il convient donc de réfléchir au sens de ces refus de la symbolisation qui Cassirer souligne chez Bergson. Je m'y attacherai, mais je note que dans l'évocation de matière et mémoire et de sa supposée incomplétude de traité du temps, il ne s'identifierait selon Cassirer qu'au passé. C'est ça que la citation que vous avez commentée nous dit clairement. La clé de la réponse se trouve dans la description du type phénoménologique de ce qui est le présent, qui est dans le cœur du troisième chapitre de Matière et Mémoire, où les passés immédiats et les futurs imminents sont compris dans la conscience même que j'ai de mon corps, mon présent. Là, je pense qu'il y a une bonne réponse à cette critique de Cassirer. Il me semble que cette description nous montre la totalité du temps au présent, dans le présent, ou le présent comme totalisation du temps en train de se faire. Mais en ce qui concerne les formes symboliques, sans laquelle l'intuition de l'immédiat ne serait pas visible, selon Cassirer, je ferai la petite réflexion suivante que je vous demande de commenter. S'il existe, je me rapporte à la citation, la fameuse citation de l'introduction à la métaphysique, s'il existe un moyen de posséder une réalité absolument au lieu de la connaître, etc., c'est de l'avoir l'intuition. Et là, il dit, la métaphysique est donc la science qui prétend se passer des symboles. La métaphysique est une science, selon Bergson, donc une connaissance. Donc, une connaissance qui prétend se passer des symboles. Ce prétend est très importante. Tout dépend de la manière dont nous interprétons ce passage. Il sera possible de lire ces prétendants comme une lutte de la langage contre sa propre tendance naturelle. Je pose des questions qui me sont venues à l'esprit en pensant sur cette citation de Cassirer.
peut-être que même si l'on accepte les critiques des Cassirer, il y aurait des différentes façons de symboliser selon la pensée bergsonienne. Par exemple, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, temps homogène et durée réelle non seulement signifient pas les choses différentes, ne signifient pas seulement des choses différentes, mais diffèrent dans la manière dont le sens des expressions est mis en évidence et même trouvé. Ils sont des normes concepts qui opèrent différemment. L'observation des Cassirer est néanmoins précise. Les refus radicaux de Bergson visent la réification du symbole. Refus de la réification qui peut produire les symboles lorsqu'il se substitue à l'expérience vécue selon les convenances de l'action et se fixe en élargissant la généralisation qu'il entraîne. Mais, et voilà une sortie possible pour l'impasse du langage de la philosophie, tant la mobilité originelle des significations que les fameux concepts fluides de Bergson et aussi l'usage des images peuvent nuancer cette tendance à la réification. La manière variable et multiple sont les mots-clés variable et multiple dont Bergson présente les définitions et les images dans son oeuvre ne constituerait-elle pas ainsi des formes symboliques particulières par lesquelles le langage lutte contre lui-même et réalise à sa manière, là c'est la grande contribution de Cassirer, la négation de l'esprit par l'esprit si valorisé par lui dans les mots que vous avez repris dans votre exposition. En d'autres termes, pour finir, pour Bergson, ne s'agirait pas de demander et de chercher ce qu'est le symbole et comment il fonctionne le symbole en philosophie ou quel est le symbole de la philosophie. Et dans cette recherche, pour nous lecteurs du philosophe, ne s'agirait-il pas de se tourner vers les réflexions des Cassirer pour penser ces sujets complexes? Voilà, c'est ça qui m'a venu à la tête en entendant les deux exposés et vous êtes à l'aise pour commenter. Merci. Merci. D'abord, tu veux que je commence? Comme vous voulez. Oui, si vous voulez, vous pouvez commencer. Je vous suis après. Peu importe. Tout d'abord, je dois préciser que je n'ai pas bien pu entendre le reste de votre commentaire parce que mon internet a coupé, mais je pense d'avoir compris l'essentiel. Je voudrais vous remercier tout d'abord pour ce commentaire. Et je suis d'accord avec votre analyse que effectivement on peut facilement constater que ce dialogue entre Cassirer, entre le néo-kantisme et la philosophie de la vie de Bergson a eu lieu. C'était plutôt le côté formel, mais quand même qu'on puisse redonner quelques questions à Cassirer. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je voulais juste souligner un mouvement dans ma présentation, dans ma réflexion était aussi de démontrer une évolution dans la manière dont Cassirer présente sa critique. Et pour y commencer, le problème du symbole. Je suis tout à fait d'accord qu'on puisse prêter plus d'attention au mot prétendre de pouvoir se passer des symboles. Je pense qu'effectivement, Bergson il est beaucoup plus ambigu, qu'il est conscient, comme d'autres philosophes de la vie aussi. Je l'ai fait entendre aussi chez Nietzsche, par exemple, les autocontradictions. Ils sont bien conscients, et c'est qu'ils sont là. C'est pas de nouvelles. Et pour être tout à fait juste, je pense qu'il faut souligner que la prise de position du premier Cassirer en 1920 est bien une critique externe et Cassirer est conscient aussi. Et du coup, cette reprise du problème de médiatiser l'immédiate et l'immédialité
il sait que c'est bien notre perspective, c'est une perspective idéaliste. Et il sait bien que Bergson, même s'il voit le problème, et je pense bien que Bergson voit ce problème, veut commencer de manière totalement différente. Et je pense que Bergson, vu qu'il est d'une certaine manière aussi, je pense, kantien, ne défend pas une métaphysique précritique. Hein, c'était une première, une première idée. Mais je pense qu'on peut traiter ce première tentative comme une critique externe qui n'est pas très originelle de la part de Cassirer. Je pense d'avoir, ou j'ai voulu démontrer aussi cela, qu'il reprend un peu aussi l'idée de Rickert, même s'il le met dans le prisme de sa propre philosophie. Il dit, voilà, moi, j'ai trouvé ce qui est l'immédiatité et le média et c'est le symbole. Mais il est conscient, du coup, il passe à autre chose. Et je pense que la question la plus difficile, c'est de trouver une réponse. Vous avez tenté de donner une bonne réponse par référence à matière et mémoire sur ces questions de temps, où Cassirer tente à donner une critique interne. Et je suis d'accord avec vous que éventuellement cette critique, elle n'aboutit pas. On peut lire Bergson de manière différente. Et je pense c'est aussi pourquoi enfin Cassirer arrive au résultat que effectivement Bergson il est bien l'auteur de contes et comme il l'écrit dans cette revue de les deux sources de la morale et de la religion. Voilà, il trouve un point avec le problème du devoir. Mais voilà, à partir de là, on peut distinguer différents systèmes d'éthique. D'accord, mais voilà, sa conclusion, c'est quand même que c'est une philosophie totalement appréciable à l'auteur de sa propre philosophie et celui de Kant. Euh, voilà. Euh, voilà, je voulais pointer plutôt à cette évolution et je suis d'accord Oui, avec vous. oui, merci. Mais il faut qu'on continue à discuter dans d'autres occasions. Oui, il faudrait Oui, rendre un peu plus dans les détails, notamment dans matière et mémoire. oui. Mais je laisse la parole à Clara maintenant. OK, merci. Clara. Merci Tobias et merci Déborah pour votre commentaire que je vais essayer de répondre. Et je pense, comme vous l'avez très bien dit, c'est vrai que personne, évidemment, n'a pas une théorie esthétique et que sa réflexion sur l'esthétique apparaît un peu éparpillée tout au long de son œuvre. Quand même, il me semble très pertinent le fait que sa réflexion sur l'esthétique à propos de sa théorie sur la suggestion et sur les sentiments esthétiques apparaît dès son premier livre et apparaît dans un contexte, la première fois que Bergson élabore cette différence entre l'espace et la durée, ou entre la multiplicité quantitative et la multiplicité qualitative. Et donc, ça me paraît très important parce que dans l'essai, on voit bien que la théorie de la suggestion montre que la différence de la multiplicité qualitative ne se trouve pas dans un contenu exprimé, mais plutôt dans la forme dans laquelle un sentiment est suggéré, c'est-à-dire dans la forme dans laquelle un sentiment s'empare de nous, et non pas dans un contenu exprimé qui serait différent de celle de la multiplicité quantitative ou d'un sentiment qui serait causé et non pas suggéré. Donc la différence ici, c'est plutôt dans la forme, dans la manière dans lesquels ces sentiments est suggéré et non pas causé. Et en même temps, si on compare ce modèle de la suggestion avec la réflexion sur l'art qui Bergson développe dans les rires, là, on trouve une première tension parce que c'est vrai que dans l'essai, le modèle de la suggestion est plutôt une théorie de la réception esthétique dont le spectateur est plutôt passif
Et comme vous l'avez également dit, Bergson utilise ce modèle de l'hypnose et d'un état de docilité afin de pouvoir recevoir ou de pouvoir se voir affecté par ses sentiments. Tandis que dans le rire, l'artiste révèle une partie du réel, révèle une partie de la réalité. Et en même temps, Bergson soutient que le spectateur doit faire l'effort pour voir ce que l'artiste a vu lui-même. Donc là, on trouve également une différence par rapport à l'essai, parce que le spectateur n'est plus passif, ne reçoit pas simplement de l'extérieur en se laissant hypnotiser par un sentiment, mais doit faire un effort. Et donc, je trouve que j'ai du mal à concilier ces deux thèses, cette thèse de la révélation et en même temps de l'effort du spectateur pour voir, ainsi que cette docilité et cette suggestion dans laquelle le spectateur doit se laisser aller plutôt que de participer de manière active dans l'expérience esthétique. Après, comme j'avais dit, dans les deux sources, on pourrait trouver une réponse à cette tension à partir de la théorie de l'émotion créatrice. Mais dans ce travail, moi, je voulais justement montrer ou essayer de voir à quel point une analogie que je trouve de manière explicite dans la troisième critique peut aider à résoudre cette tension. Et cette interprétation impliquerait de ne pas interpréter de manière très littérale l'affirmation selon laquelle l'art révèle une partie du réel de manière métaphysique, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'art nous montrerait un contenu caché, mais plutôt de mettre l'accent sur les thèses délaissées, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la capacité qu'a l'art pour transformer ou convertir notre attention, qui est aussi une expression que Bergson utilise pour décrire l'expérience esthétique ou la contemplation esthétique. Donc, pour aller directement à votre question sur qu'est-ce que ça veut dire de contempler la nature d'une manière esthétique, en suivant cette analogie, cela voudrait dire que quand on contemple la nature de manière esthétique, on la contemple comme si elle s'agissait d'une œuvre d'art, c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'un produit créé par un effort, par un artiste. L'artiste, dans cette analogie, ne serait que l'élan vital. Cet effort de création, en réalité, vient de l'élan vital, mais n'est que révélé à nous à travers l'expérience esthétique. Et donc, dans l'expérience esthétique est supposée de manière implicite une analogie à travers laquelle contempler la nature esthétiquement, contempler la nature comme belle, ou comme le décrit Bergson, comme puissance ou comme un épanouissement de la vie, ne serait que en établissant cette analogie, c'est-à-dire en la contemplant comme une œuvre créée par un effort conscient. En même temps que pour parler ou pour faire référence à cette créativité propre à la vie, à la durée, à la nature, j'utilise ici un peu ces termes comme synonymes, comme des synonymes. Bergson a pour paradigme la création artistique. Donc, et c'est ça ce que Mark Sinclair a déjà montré. On trouve dans la notion bergsonienne de création une métaphysique du génie, au sens où chaque fois que Bergson parle à peu près de la création de la durée, elle la compare toujours à une œuvre d'art, donc à une création créée par un génie. Donc, je vois ici cette analogie. Pour penser la création artistique,
Bergson la compare à la liberté ou fait référence à cette liberté et création de la vie, mais en même temps, pour penser la création propre à la vie, il la compare toujours, ou il y a toujours pour paradigme les modèles de la création artistique, la création d'un génie. Et finalement, je pense qu'il me reste deux questions, un sur les sublimes, l'autre, j'ai pas... Quel est je- sublime? Quelle est la question du sublime? C'est tout. Oui, oui, la question du sublime, il faudrait écrire à notre travail pour répondre à la question du sublime chez Bergson. Je trouve quelques pistes dans les deux sources, mais c'est vrai que même quand je lis la troisième critique, et ça serait une thèse plutôt pour la philosophie de Kant, mais le sublime, je ne sais pas si le sublime a les mêmes importances à l'intérieur de la théorie esthétique kantienne que les beaux. En effet, il y a des commentateurs kantiens qui parlent du sublime comme une sorte de... oui, comme disons que le sublime fait partie de la théorie parce que c'était un concept de l'époque, mais il y a une tension entre la théorie du sublime, même chez Kant, et la théorie du beau, et que quand il parle de cette finalité sans fin qui est cruciale dans toute la théorie, la troisième critique, c'est Kant parle du beau et non pas du sublime. Euh, mais après, je ne sais pas si je peux répondre les sublimes chez Bergson. Oui, il y avait un travail publié d'Isagi Fujita à Bersoniana, oui, je me souviens bien, mais oui, je ne sais pas. En tout cas, on pourrait évidemment établir des différences. OK. Je ne vais pas dire que Kant et Bergson dit ou qu'on peut trouver des équivalences pour chaque, oui, pour les beaux et pour le sublime, mais je voulais juste montrer cette analogie que chez Kant concerne les beaux et non pas les sublimes. L'analogie qu'il trouve dans l'art et la nature concerne qui est la beauté et non pas les sentiments du sublime. Mais il Oui, faudrait... merci. Et si vous minimisez l'importance du sublime chez Kant, la force de l'analogie, elle grandit. Elle grandit, la force de l'analogie entre les deux, présent dans les deux acteurs, je pense. Merci beaucoup Oui, merci. pour la réponse. Bon, écoute, moi, on a quelques minutes encore, hein, mais je pense qu'on peut ouvrir pour des questions. Je vois pas, Katharina, il faut que tu m'aides parce que je vois pas les chats ni toutes les participants là. Il y a quelques questions. Oui, il y a Joël, c'est ça? Oui, Ok. bonjour. Oui, juste une rapide question, c'est sur l'exposé de Clara. Euh, euh, donc, effectivement, il y a bien une analogie très forte, il me semble, hein. Enfin, j'ai suivi ton exposé entre, aussi bien chez Kant que chez Bergson, entre la création naturelle et la création artistique. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas non plus un écart entre Kant et Bergson? Je m'explique. Cette idée, cette analogie nature-art, en fait, chez Bergson, il me semble, elle est cohérente avec sa métaphysique qui dit que la nature est de la création d'un élan qui est une forme de conscience. Donc, en fait, ça semble totalement cohérent avec sa métaphysique. Quand j'observe la nature, au fond, j'observe la création d'une certaine conscience, en fait. Si si je réduis ça à des termes simples. Chez Kant, par contre, cette théorie esthétique me semble pas vraiment cohérente avec sa métaphysique. Et donc, il me semble qu'il y a un écart entre les deux auteurs. Bon, c'est une question et une suggestion. Bon, merci beaucoup pour votre commentaire, mais je ne trouve pas, je ne sais pas si j'ai compris quelle est l'incohérence entre l'esthétique kantienne avec sa métaphysique. Kant ne développe pas une métaphysique, une théorie de la nature, par exemple, où il y a un esprit, etc. Tout ça, pour lui, c'est une métaphysique dogmatique, en fait.
Donc, il a une esthétique audacieuse, si je puis dire, et une métaphysique critique, alors que Kant a une métaphysique, une esthétique audacieuse et une métaphysique audacieuse, si je peux le dire en termes simples. Oui, en tout cas, les problèmes que cette analogie me pose en établissant ce rapport entre Bergson et Kant, c'est que c'est justement la différence entre la métaphysique chez Bergson et chez Kant. Je ne sais pas, il faudrait voir, oui, dans quel sens cette analogie je trouve, qui est présente chez Bergson également, joue avec la propre métaphysique de Bergson, parce que c'est vrai que chez Kant, bien que les jugements réfléchissants peuvent également aider, ou à travers les jugements réfléchissants, donc les jugements esthétiques n'est qu'un type de jugement, il y a encore le jugement téléologique, révèle, en tout cas par la réflexion et non pas à travers la connaissance, une finalité propre à la nature. Donc, il faudrait établir cette différence, que ce n'est pas un jugement des connaissances, tandis que pour Bergson, je pense que c'est plus difficile à dire. Oui, moi aussi, j'ai du mal, il faudrait voir les différences entre la métaphysique propre à Bergson et la non-métaphysique de Kant. Merci. Je ne sais pas si je réponds. Si. OK. Nous avons d'autres questions? Non, je ne vois pas. Donc, bon, il est 11h13 au Brésil. Voilà, il est 15 heures passées à Paris, je crois. Oui. Donc, nous avons aussi un peu OK. dépassé notre temps, mais je vous remercie tous pour toute votre présentation, vos discussions passionnantes. C'était très, très intéressant. Et, bien sûr, je vous invite de continuer notre travail demain. Demain, nous allons discuter